c'est moi qui vous remercie collectivement pour l'invitation, y compris Pierre d'ailleurs qui n'est pas présent parmi nous aujourd'hui. Donc pour ma part, c'est le Congo-Kinshasa qui va m'intéresser, et pour faire le lien un petit peu avec la présentation précédente, je commencerai par dire que contrairement au cas néo-calédonien, dès le départ, la question des mines est une question importante dans la logique conflictuelle puis post-conflictuelle qui va nous intéresser, ce qui pose la question des bornes chronologiques en réalité. J'y reviendrai à plusieurs reprises. J'ai choisi la séance 65-74, mais comme très souvent, en fait, on a un empilement de temporalités différentes, ce qui fait qu'il faut évidemment regarder en amont, et que 65 n'est pas tout à fait une rupture, il n'y a jamais de rupture de toute façon en histoire, 65 n'est pas une vraie rupture entre conflit et post-conflit. Je l'ai choisi tout simplement parce que c'est l'accession au pouvoir de Mobutu. Deuxième élément introductif, c'est la partie du titre, scandale géologique. Elle renvoie habituellement à l'extraordinaire richesse du sous-sol congolais. Et ici, quand on regarde, on a une répartition, et c'est ça qui va être au cœur de mon propos, une répartition géographique qui pose problème en réalité en termes de rapport de pouvoir, puisqu'on... Pardon ? Ça, c'est la diapositive. Hein. Ah, pardon. Oui, c'est moi qui ai oublié un clic. Qu'est-ce que je disais ? Une répartition géographique qui pose problème, puisqu'on a un pouvoir central dans une cuvette sédimentaire, et on a en fait les richesses géologiques qui sont positionnées, qui sont situées de façon périphérique par rapport à l'espace national. Et donc, du sud, hein, le Kasaï ici, avec le diamant, en descendant vers le Katanga, la région notamment du cuivre, la grande ceinture du diamant à l'est pour remonter sur la zone d'exploitation de l'étain ici, notamment dans le Maniema. Et quand on remonte tout en haut, hein, les zones aurifères de province orientale, on voit hein, qu'on est complètement excentré par rapport au centre de gravité du pays, et notamment, évidemment, par rapport au pouvoir politique. Alors jusqu'en 1960, ça ne pose pas trop de problèmes. Simplement, ça a posé beaucoup de problèmes dans l'histoire congolaise depuis l'indépendance. À tel point que l'économiste Paul Collier établit un rapport, et notamment en pensant à la RDC, entre le rapport de richesse, de richesse du sous-sol national, on considère que le bon seuil serait un quart du PNB, et un risque accru que ça comporterait en termes de développement de conflits. Alors de fait, si on regarde l'histoire de la RDC, dès 1960, les mines sont au cœur des logiques politiques, militaires, et donc des séquences conflictuelles. La première, c'est évidemment ici avec le Katanga, hein, 60-63, donc qui est en dehors de la période qui m'intéresse. Simplement, je voudrais en profiter pour situer un premier acteur, qui est l'Union minière du Haut-Katanga, qui est en fait le commanditaire, plus ou moins, de la sécession, à côté de l'État belge, qui joue aussi un rôle. Or, cet acteur est un acteur très significatif sur le plan international en termes de ressources, d'exploitation des ressources minières, capital de 8 milliards de francs belges à l'époque, donc c'est extrêmement important. Et ce commanditaire va être au cœur de la réflexion des acteurs congolais quand ils se positionnent sur la scène nationale devenue indépendante. Deuxième temps sur lequel je voudrais faire une mise en contexte, c'est à partir de 1964, vous avez une deuxième révolte, qui est la révolte dite mouléliste, du nom d'un des leaders, qui est d'inspiration communiste et qui se passe essentiellement dans l'est du pays. Vous avez là la zone, tout ce qui est en orangé, la zone où s'est développé le contrôle de ce deuxième mouvement sécessionniste. Et c'est dans ce contexte donc, que Mobutu accède au pouvoir par coup d'État en 1965, même s'il est déjà présent sur la scène nationale. Ce qui veut dire finalement que quand Mobutu va réfléchir à la question des ressources, il le réfléchit en termes politiques.
des ressources naturelles qui sont dans des régions périphériques, qui donc sont très facilement, en raison de la faiblesse tout simplement de la structure étatique, loin de l'autorité centrale. Et la question qui se pose, c'est de renforcer le pouvoir central sur le plan militaire, mais pas seulement sur le plan militaire, pour assurer un contrôle satisfaisant des leviers financiers que constituent évidemment les ressources de ces provinces périphériques. Donc je vais essayer ici de m'interroger sur le rapport qu'il y a entre la construction d'un État qui sort par ailleurs d'un conflit, parce que dès qu'il se construit, enfin dès qu'il est indépendant, il est en conflit et il n'a que comme horizon de sortir en fait du conflit et de finir de se construire, de comprendre comment cet État interagit avec les provinces périphériques, c'est-à-dire c'est la question de l'autoritarisme, c'est la question du discours nationaliste, c'est la question centralisation, décentralisation, etc. Comment ça se couple avec l'exploitation des ressources, mais aussi parce qu'il y a les intérêts miniers, parce qu'il y a l'intérêt de l'État belge, parce qu'on est dans un temps de guerre froide, avec une géopolitique plus générale du Congo. Donc pour le dire autrement, ça pose toute une série de questions. Est-ce que Mobutu fait de l'enjeu du contrôle des mines un élément majeur pour asseoir son pouvoir, qui est fragile en 1965 ? Est-ce qu'il va en faire un instrument de développement des provinces périphériques pour rétablir ce rapport difficile entre autorité centrale et ces mêmes provinces? Comment se recompose tout simplement le rapport entre ce pouvoir central et des acteurs locaux, qui sont des acteurs politico-militaires systématiquement? Et dernier élément, c'est comment Mobutu, dans la logique de l'indépendance en construction, utilise sa politique de ressources par rapport à l'autre acteur qui est très présent dans ce jeu, c'est la tutelle coloniale ou les tutelles néocoloniales au pluriel en réalité, puisqu'il n'y a pas que les Belges. D'où un premier élément, un premier axe dans ma réflexion, qui sera un effort de nationalisation. Alors j'ai mis de gros guillemets parce qu'on pourrait y mettre plein de sens différents sur lesquels je ne m'étendrai pas maintenant, avec l'idée malgré tout que cet effort il est principalement tourné contre la démarche néocoloniale, et là je pense particulièrement à la Belgique, dans un contexte qui reste valable en 1965 de guerre infranationale, donc la guerre notamment avec la révolte mouléliste. Simplement, pour bien comprendre la façon dont pense Mobutu, il faut revenir un petit peu en amont, c'est-à-dire au moment où on a pensé l'indépendance. Or, dès le départ, on voit que chez les Congolais, la vision de ces problématiques est différenciée. Et il y a notamment deux camps qui se dessinent très rapidement. C'est d'un côté Patrice Lumumba, bon, vous savez tous qu'il était entré très vite dans une démarche de nationalisation, et de l'autre, Moïse Tshombe, qui est évidemment le leader de la sécession katangaise, mais qui est aussi quelqu'un qui, avant l'indépendance, avait un discours qui était un discours d'une organisation qui serait davantage décentralisée. Or, les deux ne sont pas complètement, enfin sont même complètement imbriqués en réalité. Donc on a finalement deux projets qui sont dessinés avant l'indépendance, et c'est le cours de la guerre qui va finalement orienter très fortement vers l'État unitaire après l'échec initial de Lumumba. Pour ce qui est de mon point de départ chronologique, donc je reviens à 1965, très rapidement en réalité, la question de la sortie de guerre au sens militaire du terme est actée, puisque au cours de l'année 66, la révolte muléliste est très largement sous contrôle. Le deuxième élément qui est important à ce moment-là, c'est que les Katangais, donc les acteurs de la première sécession, ont été intégrés dans l'armée nationale congolaise, et que finalement, s'il y a beaucoup de péripéties sur lesquelles je passe, finalement ce deuxième danger sécessionniste est à peu près sous contrôle. Ça veut dire finalement que quand Mobutu accède au pouvoir, entre 65 et 67, il y a des formes favorables de contexte pour enfin achever la construction. Et la question des mines est vitale parce qu'il y a un dernier élément de contexte, c'est que le pays est menacé de faillite, notamment parce qu'il a été en permanence dans un effort militaire qu'il fallait financer, et que le FMI préconise une dévaluation. Et
donc la question des ressources minières, hein, est évidemment une façon d'apporter une réponse aux difficultés financières de l'État. D'où le fait que très rapidement, dans cette séquence, Mobutu s'engage sur une politique de prise de contrôle des intérêts miniers. Alors j'ai mis par l'État central, c'est par l'État en réalité, mais un État qui est incarné évidemment par Mobutu et ses proches. Les intérêts miniers, Mobutu les perçoit vraiment à travers l'exploitation du cuivre, à travers l'expression du Katanga, parce qu'il n'y a pas que la question financière, il n'y a pas que la question militaire, il y a la question sociale en arrière-plan. C'est-à-dire que ces grands opérateurs, qui sont les opérateurs sidérurgiques, typiquement l'UMHK, emploient énormément de monde. 20 000 personnes en emploi direct pour l'UMHK seul, et donc forcément, c'est aussi un levier hein, sur le contrôle des sociétés des provinces périphériques. Or, ce modèle était un modèle qui fonctionnait bien jusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire que les sociétés minières, en rapport avec le pouvoir politique belge, avaient un régulateur social, en quelque sorte, dans les formes de conflictualité ouvrière, qui était principalement l'Église. Et donc ce modèle-là, il a éclaté entre 1960 et 1965, et même encore plus si je vais jusqu'en 1967, parce que vous avez toute une série de violences qui s'exercent contre les Blancs, et notamment contre les hommes d'église. Enfin, les femmes aussi, mais en l'occurrence, c'est plutôt les hommes qui étaient dans la régulation sociale. D'où un modèle hein, qu'il faut vraiment repenser. Premier acte politique sur la question des ressources, c'est la loi dite Bakayika, donc on est en juin 1966, qui permet à la fois la prise de contrôle étatique des terres. Donc l'ordonnance dit, c'est une loi ordonnance, pardon, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Donc on est sur une logique là, qui est purement économique, mais qui précise aussi hein, que le contrôle militaire de ces zones est également possible. Ça veut dire que directement, on s'en prend aux intérêts capitalistes belges sur lesquels qu'on dépossède en fait de leur outil. Ce qui va amener une très longue négociation que je ne vais pas développer, mais pour faire simple, hein, les capitaux belges se retirent lentement, mais très sûrement, à partir de 1966, et ça s'écoule avec les reformatages successifs des sociétés nationales mises en place à partir de la nationalisation, donc à partir de 1967, et qui aboutit au modèle final, si je reste sur la question du cuivre, hein, de la Générale des carrières et des mines, dite GECAMINE, en 1972. Hein, donc je passe sur les épisodes précédents. Dernier point sur cette prise de contrôle, ça se fait dans le cadre de la révolte muléliste, et ça veut dire qu'en même temps qu'il nationalise, en même temps qu'il y a ce lent reflux à la fois capitalistique, mais aussi de présence belge sur place, Mobutu ne peut pas se passer complètement, pour des questions militaires, de ce rapport avec la Belgique, et ça passe par le jeu des mercenaires. Aussi, je suis désolé, je passe vite, mais les mercenaires, parce que l'ANC n'est pas suffisamment capable de prendre le contrôle en fait, des zones et d'assurer durablement la sécurisation des mines, qui, je vous l'ai dit, hein, est rendue possible par la loi. L'opérateur, en réalité, hein, c'est très largement les mercenaires, avec de façon locale, évidemment, des arrangements aussi entre ces mercenaires et les Belges qui, malgré tout, sont toujours présents sur place. Donc on a un jeu à plusieurs bandes. Deuxième point, le pouvoir mobutiste et la façon dont il va très concrètement chercher à exploiter les ressources dans une économie qui est toujours une économie de guerre. En réalité, entre 65 et 67, et même en 66 hein, au moment de la loi, ce déploiement des mercenaires dans l'Est, il répond géographiquement, évidemment, à des logiques dont on voit qu'elles collent assez bien à la réalité géographique des mines. Typiquement, l'un des grands groupes mercenaires, et il faudrait aussi faire une typologie des mercenaires, mais là c'est un mercenaire belge
qui, issu des milieux coloniaux, qui est Jean Schramm, donc avec un capital économique, social, etc., dans le Congo, le QG de Schramm est à proximité immédiate des mines de cassierite, c'est-à-dire ce qui permet l'exploitation de l'étain. Et donc on a évidemment, dans la façon dont se déroulent les opérations militaires, des logiques qui correspondent au contrôle des ressources, avec la question qui se pose à ce moment-là, puisque celui qui contrôle réellement du coup les mines, ce sont les mercenaires, de savoir comment on redistribue l'argent entre les mercenaires évidemment qui se servent, entre les intérêts miniers qui ont très largement organisé la venue de ces mercenaires à partir de 1960, mais aussi avec Mobutu, qui est dans une démarche d'intégration de ces mercenaires dans les forces officielles de l'ANC. Et donc c'est la question de cette redistribution qui se joue jusqu'en 1967. De façon très concrète, la plupart du temps, et notamment si je prends l'exemple de Kilimoto, c'est les mines aurifères complètement au nord-est, on a simplement des agents du pouvoir central, de Mobutu, qui viennent, qui perçoivent une somme et qui repartent à Léopoldville. Mais la gestion concrète reste aux mains des opérateurs militaires adossés aux Belges de façon locale, y compris dans la gestion sociale des espaces. Comme malgré tout l'économie minière a été paralysée par la situation de guerre, les populations locales ont commencé à exploiter de façon un petit peu sauvage autour des mines l'or, et elles viennent à l'usine contrôlée par les Belges et sous l'autorité militaire des mercenaires, avec des petites bouteilles remplies de pépites, et on opère la transaction. Donc on est dans une forme d'économie classique des périodes de guerre, d'économie informelle, en dehors du contrôle, en tout cas dans un rapport très lointain avec l'État. Plus on avance dans l'amélioration de la situation militaire, plus Mobutu va chercher à marginaliser l'ensemble des acteurs belges. Acteurs capitalistiques, pardon, mais aussi acteurs militaires. Et d'où, à partir de ce moment-là, sans que je développe non plus, une distinction progressive entre l'intégration des mercenaires dans l'ANC, qui va être essentiellement des mercenaires français, et l'éviction, ou en tout cas la marginalisation, des mercenaires belges. Donc le premier objectif pour Mobutu, c'est de sortir les Belges de ce jeu. Simplement, ce jeu, il est rendu très compliqué pour l'État central, pour Mobutu, parce qu'en permanence, les acteurs privés belges rétribuent aussi les mercenaires. D'où une position extrêmement ambivalente de ceux-ci. Et à partir du moment où on rentre dans le processus de la part de l'État central de marginalisation des mercenaires, d'abord belges, l'ensemble des mercenaires se rappellent que l'homme politique qui pèse sur la scène nationale, avec lequel ils ont plus de liens, et une question donc de confiance qui s'est établie, c'est Tshombe, qui vit à ce moment-là en exil. Et donc, on marche vers une révolte progressive des mercenaires contre Mobutu, qui a lieu en 1967, et qui achève, en réalité, cette période, au sens classique, s'il faut phaser pour le coup, la période de guerre elle-même. Dernier point dans cette période, comment Mobutu les marginalise, et c'est là où on est dans une géopolitique extrêmement compliquée, il va chercher de l'aide extérieure. Le contexte de départ, c'était la révolte mouléliste. Il se tourne vers les États-Unis, et ce sont les États-Unis qui viennent suppléer sur le plan militaire les Belges ou les mercenaires. Mais ça ne crée pas réellement d'indépendance du pouvoir politique congolais. Simplement, il a glissé vers d'autres formes de dépendance, et ça lui permet dans un premier temps de s'extraire de cette tutelle néocoloniale, et notamment de pouvoir avancer dans sa politique de nationalisation des mines, avec en permanence un jeu politique de Mobutu. Alors, je vous donne juste un exemple, c'est le Quai d'Orsay qui relève ça. Mobutu, en permanence, fait passer des informations comme quoi il va s'adresser à de nouveaux acteurs sur la scène internationale pour s'émanciper des tutelles qui pèsent jusque-là sur lui, et notamment en 1967, à la fois pour peser sur les Français et les Belges, mais surtout sur les Américains, dont il a absolument besoin.
fait courir le bruit qu'il a réussi à vendre 200 000 tonnes de cuivre à la Chine. Donc, c'est l'enjeu de guerre froide, hein, les États-Unis, si vous me lâchez, vous inquiétez pas, j'aurai toujours quelqu'un qui viendra me suppléer dans ma politique de construction, de la prise de contrôle des ressources. Ce qui veut dire que la démarche de nationalisation, elle répond, comme dans le cas néo-calédonien, évidemment, à une question de prise de possession par les acteurs locaux, enfin congolais en l'occurrence, des mines, mais dans une optique qui est très différente, c'est assécher les finances des mouvements sécessionnistes qui fragilisent la construction nationale du Congo. Quand cette séquence se termine en 1967, eh bien, elle se termine de façon ambiguë parce qu'on est toujours dans l'économie de guerre et quand on a reprise de possession par l'ANC des sites miniers, on n'a toujours pas de structure étatique qui suit derrière. Et ce qui se passe, bah, c'est simplement que ces troupes, qui par ailleurs sont mal formées, mal payées, etc., bah, se payent sur la mine et de façon locale contractualisent, comme l'avaient fait les mercenaires avant eux, et comme l'avaient d'abord fait les Belges, avec notamment l'assistance technique belge. Deuxième point que je voudrais développer, donc une incapacité dans ce moment où on devrait sortir, hein, pour reprendre cette question des séquences, on devrait sortir de l'économie de guerre, l'incapacité à penser une exploitation minière dans une économie post-conflit, hein, pour reprendre cette expression, ce qui pose la question pardon, des interactions entre l'exploitation des mines, la question de la gestion de l'État, c'est-à-dire des formes de clientélisme qui vont s'installer, et ce qui est une question de fond depuis le départ, le non-développement des provinces périphériques qui sont riches en minerais. Or, le pouvoir de Mobutu, c'est un pouvoir autoritaire qui s'assied dès le départ, hein, puisqu'on est dans une logique de coup d'État, qui va développer une seconde logique qui est la logique de prébande, en lien notamment, mais pas seulement, hein, avec l'exploitation minière. Dès l'origine, Mobutu, qui a émergé dans un groupe plus large qu'on appelle le groupe de Binza, a besoin en permanence de consolider ce groupe d'acteurs-là sur la scène nationale par rapport à d'autres acteurs. Et il va développer, pour s'assurer la fidélité de ces gens, des logiques clientélistes. Il le fait également avec les entrepreneurs locaux, les acteurs de l'État locaux, mais aussi les chefs militaires qui sont placés à la tête des provinces. Et pour aller à l'essentiel, hein, il leur délègue la possibilité d'exploiter les ressources naturelles, de développer leurs propres réseaux commerciaux, donc dans un système très, très informel, ce qui revient à dire que dans la sortie de guerre, on glisse vers une emprise très forte d'acteurs qui sont toujours des acteurs politico-militaires, sauf que cette fois-ci, ils sont censés incarner l'État, alors que ce n'était pas le cas précédemment. Et donc finalement, on a l'impression que la politique de stabilisation du Congo engagée par Mobutu, c'est une forme de gouvernance qui repose sur des mécanismes de corruption, de favoritisme. En 1969, toujours vu par l'extérieur, hein, un diplomate français, donc il écrit au ministère des Affaires belge, hein, et il dit la façon dont, à Kinshasa, on perçoit l'éviction d'acteurs politiques, hein, du gouvernement. Et donc, les bruits les plus sinistres courent, etc. Des accusations contre diverses personnalités accusées de conduire des gangs de trafic de diamants. Donc, c'est l'éviction de personnalités politiques de premier plan. On les accuse de corruption, de contrebande, mais en réalité, ce système, il a été mis en place par le pouvoir lui-même. C'est simplement que Mobutu n'est plus certain de la fidélité de ces acteurs-là de son gouvernement, et donc il utilise ce biais pour marginaliser, pour écarter de son gouvernement des acteurs qu'il juge moins fidèles. De la même façon, à une autre échelle, alors on est passé dans le vocabulaire de la zaïrisation, hein, donc le Katanga devient Shaba. Donc au Shaba, au début des années 70, il y a un rapport de la CIA qui observe, non pardon, c'est pas ça, qui observe les rapports
la façon dont Mobutu organise les rapports de force entre différents acteurs, entre le gouverneur de la province, le maire de la principale ville, l'ex-Élisabethville du Chaba, et le commandement militaire. Et donc, à chaque fois, on joue de la même rhétorique, c'est-à-dire que chacun s'accuse de corruption, d'incompétence, renvoie la balle avec la même accusation à celui d'en face. Alors, à ce petit jeu, le premier qui cède, c'est le maire. Mais très rapidement, nous dit ce rapport de la CIA, je cite, « Le gouverneur regardé par les Aïrois et par les observateurs étrangers comme un des meilleurs administrateurs du pays, sous-entendu comme un des moins corrompus, etc. Fut rappelé à Kinshasa pour faute grave dans la conduite de ses missions. Il fut condamné à 1 an de prison pour acte anti-révolutionnaire et notamment pour avoir diffusé des rumeurs infondées sur le président guinéen, etc. » Donc on voit que, là encore, on peut moins l'accuser sur les questions de corruption. On va chercher un autre élément pour écarter cet acteur-là. Et donc, on va mettre en place un nouveau. Ça veut dire qu'on n'a pas de stabilité, en fait, du personnel politique pour contrôler les zones de ressources, parce qu'on est sur un système qui repose en permanence sur ce jeu d'accusation potentielle, du jeu de la menace, vis-à-vis des fonctionnaires. Dernier élément problématique dans ce système, c'est qu'avec cette délégation finalement informelle aux acteurs locaux, politiques ou militaires, on a des gens qui se retrouvent en possession du contrôle des ressources, mais qui n'ont pas vocation à y investir. Et donc, ils ne sont pas du tout dans une logique de maintien de l'outil, de développement qui rendrait plus performant cet outil, mais au contraire, et notamment parce qu'ils savent que la menace pèse sur eux en permanence, dans une logique qui est une logique de prédation. C'est-à-dire tant qu'ils peuvent, et sans investir, d'exploiter au maximum les ressources qu'ils ont sous leur contrôle. Cette économie informelle et en partie grise, elle finit par capillarité, par construire un nouveau modèle de fonctionnement social, évidemment, dans les populations locales. On s'aperçoit très vite, évidemment, que cette informalisation de l'économie est institutionnalisée. Et donc, à tous les échelons, chacun va reprendre cette logique, qui est la logique générale mise en place par le pouvoir. Cette logique, les acteurs extérieurs, là encore, ici, les Américains, ils l'observent, mais évidemment, ils ne voient pas comment casser ce mécanisme, puisque au cœur, donc là, c'est toujours sur la question du diamant, on retrouve l'armée, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les rouages de l'État qui, normalement, devraient, au contraire, instaurer une économie formelle et davantage rationnelle. J'ai oublié un point, pardon. Tout dernier point de difficulté dans cette, entre guillemets, sortie de guerre, c'est la question des cadres. Cette logique ne mène pas à la construction de bénéfices nouveaux pour l'État, qui amènerait à investir dans la scolarisation, dans un encadrement par des populations congolaises, et très largement encore, ce sont des Européens ou des Occidentaux qui sont les cadres de l'activité minière sur place. Sauf qu'ils se découragent, évidemment, dans leur rapport, toujours compliqué, avec le pouvoir politique congolais. Je ne me souviens plus d'où j'ai tiré ce texte, c'est aussi les archives diplomatiques belges. Je vous cite un exemple où on est à la géocamine, donc la future gécamine, et où on note que, finalement, du point de vue des Belges, le retent de la sécession katangaise est terminé. Les agents de la géocamine tiennent M. Kéron, donc le directeur, pour un valet de Mobutu, pour un timoré devant les Congolais, sous-entendu. Lui, il coopère avec le pouvoir, mais il ne rend pas service à l'industrie minière, ni du point de vue de l'entreprise, qui est la leur, c'est-à-dire plutôt belge, ni, évidemment, du point de vue national. J'essaye de tenir à peu près mon temps pour arriver à la période, finalement, où on va arriver à l'apogée de ce système, à la fois parce que la zaïrisation s'est poursuivie, donc on a commencé avec la nationalisation des ressources, puis je vais revenir sur quelques étapes intermédiaires,
et où on est aussi dans une forme d'apogée, mais qui va malgré tout durer, du système de prédation. Alors, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que justement, Mobutu est rentré dans un discours très africaniste, y compris sur la scène internationale, et sur la scène nationale, c'est un discours très nationaliste. On zaïrise les termes, notamment de localisation. On a un discours hostile aux investisseurs occidentaux, ce qui décourage ces investisseurs dont pourtant Mobutu a toujours besoin. Et en même temps, sur le plan législatif, on avance dans cette logique de congolisation, de nationalisation, avec toute une série de lois, 1971 et 1973, pour les deux vagues les plus importantes, et en descendant finalement dans l'échelle du commerce. On est toujours dans le commerce international, mais plutôt dans les circuits commerciaux régionaux. Et en 1973 notamment, une loi décide que le commerce intérieur ne pourra être tenu que par des nationaux. Or, une partie de ce commerce à l'échelle régionale était tenue par des diasporas, typiquement les Libanais, les Grecs, les Portugais, etc. Et donc, on a un dernier élément là qui, par rapport au système antérieur, qui était le système avant 1960, qui finit de fragiliser cette économie minière qui n'a jamais réussi à retrouver finalement, depuis 1960, un nouvel équilibre, un nouveau mode de fonctionnement. Dans une période, 1973, je suis désolé de changer en permanence d'échelle, mais il se trouve que la synchronie m'y oblige, où on rentre dans la crise mondiale, où la tendance sur le cours des minerais baisse, et notamment sur la question du cuivre, puisque les autres industries se portent déjà mal en réalité. La seule qui continue à peu près à fonctionner, c'était celle du cuivre, et malheureusement, entre guillemets, pour le Congo ou pour Mobutu, même cette industrie-là rentre dans une période extrêmement difficile par un facteur qui lui est externe. D'où à nouveau, vous voyez toute l'instabilité de ce système, d'où à nouveau la nécessité d'aller chercher à l'extérieur des investisseurs. Or, force est de constater, alors je ne vais pas lire forcément toute la citation, je vous la laisse découvrir dans son ensemble, mais que ça devient de plus en plus difficile, évidemment, d'attirer des investisseurs, non seulement en raison de la baisse des cours, donc qui fait que la rentabilité de toute façon va être plus difficile, mais aussi pour ces investisseurs, sachant que cette économie minière post-conflit, entre guillemets, elle reste largement aussi instable que dans la période du conflit. Et les États-Unis s'interrogent par ailleurs dans la logique finalement de construction du projet national et de développement économique sur ce choix malgré tout qui porte toujours et en permanence sur la question minière en priorité, en relevant que finalement il n'y a pas eu d'effort de fait sur les autres secteurs. Alors je vous ai mis, c'est un extrait du même rapport de la CIA, des éléments sur les autres productions nationales. Et quand on regarde, alors je ne vais pas toutes les commenter, mais on peut prendre par exemple l'huile de palme. Vous voyez que ça n'a quasiment pas bougé. En 1962, l'indice 100, c'était l'indépendance. Donc en réalité, depuis l'indépendance, on est toujours dans de la sous-production. Si vous regardez à la dernière ligne, alors le bois, oui, le bois c'est même pire. On a un effondrement. Donc on n'a pas, par ailleurs, de levier financier lié aux autres activités commerciales, ce qui fait qu'en permanence, à la fois l'acteur étatique, mais tous les autres acteurs du champ politique et social sont ramenés à cette question minière. Et donc dans cette période, Mobutu essaye toujours d'imaginer de nouvelles solutions par le haut. Et c'est ces solutions par le haut qu'on appelle habituellement les éléphants blancs. Donc ça va être de très très gros projets d'infrastructures nouvelles pour relancer les économies des provinces périphériques. Ces éléphants blancs sont en réalité bien souvent un outil de communication sur la scène internationale, parce que Mobutu se veut, mais est réellement un acteur important sur la scène régionale, tout au moins dans le cadre de la guerre froide. Et puis c'est aussi un élément important
pour parler aux sociétés provinciales qui sont en permanence au bord de la rupture politique avec ce pouvoir central. Et en même temps, ça fait 6 ou 7 ans qu'on est sorti officiellement de la période de conflit, depuis 1967. Et donc, malgré un système qui reste extrêmement fragile, Mobutu a l'impression d'avoir solidifié son pouvoir sur la scène intérieure. Les ressources lui assurent en permanence des relais dans le monde occidental. Et il sait que par cet outil-là, malgré tout, son pouvoir reste assis. Et là aussi, ça l'oblige à maintenir une logique de prédation, parce que, outre le fonctionnement interne de ces logiques de prédation, il y a des logiques externes. Ça avait été mis en place dès le conflit. En 1966 déjà, on a les fameuses valises de diamants qui partent du Congo vers la Belgique. Ce système va perdurer après l'indépendance pour des raisons, là aussi, d'arriver à entretenir des relais politiques en Occident pour arriver à attirer à nouveau ces pouvoirs occidentaux, enfin à les pousser à investir ou à agir sur des investisseurs potentiels. Et donc cette logique de géopolitique, elle se fait, donc cette fois-ci, dans une logique de prédation vers l'extérieur, avec en permanence, je n'ai pas mis la citation, avec en permanence la volonté d'avoir de grandes visites des acteurs internationaux, typiquement, ce qu'on continue à pratiquer, un voyage présidentiel avec toute une cohorte d'investisseurs dans l'avion présidentiel. Et y compris avec les Belges, et c'est là où on voit toute la limite du système de Mobutu, on a ce type de séquence qui s'est ouverte dès la fin des années 60 et dans les années 70. Alors je vous prends là un courrier diplomatique qui date de 1969, donc vu du côté belge, et qui dit, je cite, « Il est trop tôt pour porter un jugement sur la réussite de la mission économique présidée par le prince Albert. » Ce qui est intéressant dans ce courrier, c'est la phrase suivante, « Les Congolais y attachent une grande importance sur le plan économique. Ils attendent des preuves tangibles d'investissement belge au Congo. » Donc le pouvoir est toujours pris entre cette logique de nationalisation, de prise d'indépendance par rapport à la Belgique, et en même temps de nécessité d'avoir un investissement externe. L'apogée des rapports avec la Belgique, de ces rapports schizophrènes, ça sera au moment du 10e anniversaire de l'indépendance, l'année suivante, avec une grande visite du roi belge. Je passe vite parce que le temps tourne. Les investisseurs étrangers, on essaie de les diversifier, c'est compliqué. Les Italiens vont investir dans une grande centrale hydroélectrique sur l'Inga. Mobutu continue à jouer du cadre géopolitique de guerre froide, et là c'est réellement le cas avec des achats chinois de minerais, mais dès qu'il s'agit d'investir, ce ne sont que les Occidentaux, et de façon assez logique, j'aurais tendance à dire, ils sont peu nombreux. Au Chaba, on ne voit finalement, au cours des années 70, qu'un seul investisseur significatif, c'est un consortium japonais, je vous passe sur les acteurs du consortium, qui accepte, puisqu'on est dans un cadre où on a nationalisé la ressource, qui accepte de former une joint venture avec l'État congolais. Les grandes politiques qui sont imaginées, vu que les investisseurs occidentaux deviennent rares, ils vont être eux aussi rares. Ce sont ces grands éléphants blancs, comme ils sont compliqués à mener, parce que le rapport avec ces investisseurs continentaux, il est rendu complexe par tous les paramètres que j'ai décrits, très souvent, et que par ailleurs Mobutu veut en faire de vrais outils de communication, dire, vous voyez, j'ai construit, typiquement le barrage de l'Inga, qui est vraiment le grand programme mis en avant pour les questions à la fois d'électricité et adossé, c'est ce que vous avez là, à une usine sidérurgique. Ces grands programmes vont être mal pensés, avant tout pour rassurer l'opinion internationale, le FMI qui est toujours en arrière-plan, en élément de surveillance du régime, mais aussi comme promesse
aux populations locales. Pour ce qui concerne Maluku, que je vous cite ma source, un rapport, alors là aussi c'est issu de sources diplomatiques, un rapport au bout de 5 ans, donc en 1979, juge que cette usine ne tourne qu'à 10% de ses capacités. Et c'est dû tout simplement, évidemment, à la façon dont le dossier a été monté. J'en arrive à ma borne finale. Pourquoi je m'arrête en 1975? Parce que cette complexité à continuer à faire fonctionner ce secteur minier, il amène à un changement de posture radical de la part de Mobutu à partir de 1975, et notamment de la loi du 25 novembre 1975, qui est la première à imaginer une rétrocession, de restituer, et à ce moment-là c'est 40% du capital, aux entreprises qui avaient été nationalisées plus tôt, puisque le conflit sur le fond n'avait pas été réglé. Et puis on aura même 60% du capital qui est promis l'année suivante. Vous voyez, on change complètement de posture. Allez, ça je passe. Non, je passe pas totalement. Ces programmes donc, focalisent l'attention du régime, ce qui fait que, y compris dans les années 70, où on est dans le nouveau contexte mondial de crise, n'amène pas Mobutu à investir vers les autres secteurs de l'économie. Et comme ça fait en gros 10 ans qu'on n'a pas investi sur les questions d'agriculture ou autres, ben on a des phénomènes d'exode rural qui par ailleurs se sont développés dans le pays, des écarts de richesse qui se sont creusés, ce qui ramène à la question politique, puisque les sociétés les plus touchées sont celles des provinces périphériques, et qu'elles vont avoir tendance, et ça je ne vais pas le développer, parce que c'est dans la deuxième moitié des années 70, à retrouver un discours politique de rupture avec l'État central. Ce qui est intéressant dans cette politique de rupture, c'est qu'on voit bien à quel point le discours politique vient se plaquer en réalité sur des questions qui sont des questions de non-développement économique ou de non-développement tout court, c'est que la sécession katangaise ou les formes de rupture du Katanga devenu Shaba en 1975 par rapport à 1960, c'est qu'au départ, ces Katangais, ils étaient sous le contrôle des Belges, et donc avec un discours qui malgré tout est un discours très néocolonial. Ces mêmes Katangais, 15 ans plus tard, ils sont avec un discours qui est devenu communiste, c'est les Tigres Katangais, c'est ceux qui vont prendre Kolwezi après, toujours un site minier évidemment. On voit que le discours est à l'extrême opposé, mais parce que la racine, elle n'est pas dans la question politique, elle est évidemment dans la façon dont on a exploité ou pas exploité, ça dépend comment on voit les choses, la ressource minière dont ils pensaient qu'une partie, au moins en termes de redistribution, devait revenir vers eux. Alors, j'en viens à ma conclusion en 2 petites minutes, et notamment pour revenir, ça a été évoqué ce matin, sur le prisme de malédiction des matières premières, qui finalement serait une sorte de mirage qui rendrait inéluctable la conflictualité. Cette thèse, elle a été beaucoup relancée quand on a observé dans les années 90 la reprise de la guerre au Congo, la grande guerre civile extrêmement meurtrière de la fin des années 90, en partie par Paul Courrier d'ailleurs, en insistant finalement sur des démarches prédatrices d'acteurs non étatiques engagés dans les conflits. En réalité, si ce n'est pas entièrement faux, le problème dans ce type d'analyse, c'est qu'il y a une absence de contextualisation, notamment de contextualisation du temps long. Et si on regarde la séquence que moi j'ai essayé de développer aujourd'hui, on voit bien qu'en 1967, il y avait une vraie fenêtre d'opportunité, puisqu'on pouvait sortir des logiques prédatrices. Ce qui était l'objectif initial de Mobutu, c'est-à-dire assécher le financement des mouvements sécessionnistes radicalisés sur le plan politique. Ce problème-là, il est réglé en 1967. Les Belges sont marginalisés sur le plan économique, les mercenaires sont écrasés sur le plan politique, les Américains ont pris la suite, et donc finalement l'État pourrait, malgré sa faiblesse, continuer à jouir d'un levier puissant en termes de coopération, etc. etc. Or,
cette fenêtre d'opportunité n'est pas saisie. Elle n'est pas saisie pourquoi? Parce que cette sortie, ce post-conflit, il n'existe pas en fait dans les systèmes de représentation des acteurs. Que fait Mobutu? Il ne fait que maintenir le système de l'économie de guerre et le transposer dans la période de paix qui suit. Mais les logiques prédatrices et de contrôle territorial qui s'étaient développées de façon cohérente, je serais tenté de dire, dans un cadre qui est le cadre d'une guerre civile, il est maintenu, et là c'est évidemment moins logique, dans la période qui suit, avec donc un dérèglement progressif du système. Ce qui m'amène, parce que je vois que j'ai un petit peu dépassé, ce qui m'amène à finalement considérer qu'à la fin de la période, en raison de ce choix ou de cette absence d'inflexion en 1967, on a deux systèmes économiques qui coexistent dans les régions périphériques, dans les provinces périphériques du Congo, au milieu des années 70. Celle de ces éléphants de ces éléphants blancs, qui est finalement un peu hors sol, qui est connecté au seul pouvoir politique, que ce soit à l'échelle locale ou nationale, à l'étranger, et qui fait fonctionner une économie qui est en partie informelle, qui est minière, mais pas seulement, mais qui est peu génératrice localement de développement. Et puis à côté de ça, évidemment, une économie de subsistance, une économie davantage vivrière. Si bien que quand le FMI arrive dans la période suivante, où on va rentrer dans la période des réajustements, le premier à venir faire un rapport pour le FMI, qui s'appelle Blumenthal, est tellement frappé de ce maintien d'une économie de prédation, d'une économie qui repose sur des prébendes et sur du clientélisme, dont il a perçu, dès qu'il arrive en fait, en quelques jours, il a perçu que ce système avait été instauré par le pouvoir central. Pendant toute la durée où il va rester au Congo, il va dormir avec un pistolet sous son oreiller, par peur personnelle pour sa vie, de la même façon qu'il avait observé évidemment l'éviction de clients sur lesquels Mobutu pouvait s'interroger en termes de fidélité. Ce qui revient à dire qu'on a là un glissement finalement dans la période, pour marquer malgré tout cette césure du conflit vers le post-conflit, qui fait toujours de la corruption et du clientélisme le mode de gouvernance de l'État, ce qui va le fragiliser durablement, ce qui fera que ce pouvoir de Mobutu n'arrivera jamais finalement à sortir de cette logique. Je vous remercie.